Che Silorio Massarini, sostiene Regina Forse. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Les capacités de l'être humain sont étonnantes, vous le découvrez au fur et à mesure que vous nous êtes fidèles de plus en plus d'ailleurs à cette émission et je vous en remercie. Vous le savez, l'être humain est parfois capable de voir l'avenir, on l'a vu hier avec notamment Yolande de Châtelet qui était mon invitée. Et l'être humain est capable aussi de soigner avec ses mains. Donc ce soir, nous allons ouvrir le dossier des guérisseurs. J'ai besoin de vous. Pour cette émission, dites-moi si vous avez eu recours au service d'un guérisseur, si vous en êtes content ou mécontent, ou si vous-même vous êtes découvert des capacités de guérir. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous faire part de vos expériences dans ce domaine. Cyril vous attend comme tous les samedis et dimanches soirs, fidèle au standard 0826 300 300. Avec moi ce soir pour parler de ce don ou talent particulier, Didier Franck qui est guérisseur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes guérisseur du côté de Montauban et vous exercez depuis de nombreuses années. Combien à peu près, comme ça, à la bouche 32 ans que j'ai commencé à côtoyer un petit peu les malades. Ouais, 32 ans. Oui. Ah oui, ça fait quand même un sacré bout de chemin. Hein. Oui. Vous nous parlerez de ces expériences tout à l'heure. Alors pour élargir le débat, j'ai interviewé vendredi un scientifique. Vous allez donc découvrir cette interview tout à l'heure. Ce scientifique s'appelle Paul-Louis Rabeyron. Il est médecin des hôpitaux à Lyon. Il est psychiatre, donc docteur en médecine et ensuite psychiatre. Il est membre du comité directeur de l'Institut Métapsychique International, l'IMI, que vous commencez à connaître parce qu'on le cite souvent, cet institut, dans les aventuriers de l'étrange. Et il a une maîtrise en biologie humaine. Alors, il nous dira ce qu'il pense de cette capacité particulière que certains ont, que vous avez, Didier Franck, de soigner vos semblables à travers les études qu'il a menées. Et puis, je vous en ai parlé hier soir. Je vais vous proposer ce soir de participer à une expérience. Donc, avant de vous dire exactement ce en quoi va consister cette expérience, un petit bout d'histoire. Il y a plusieurs années de cela, une dame âgée m'a envoyé une lettre dans laquelle elle me disait qu'elle avait, dans sa famille, depuis très longtemps, un secret pour passer le feu. Vous savez, une phrase, c'est une prière en l'occurrence, que l'on récite mentalement, sans la dire évidemment puisque c'est un secret, en apposant la main, il y a un petit geste à faire et parfois... Eh bien voilà, ce soir, je vous propose de vous la transmettre à vous qui nous écoutez. Je vous propose donc cette expérience. Vous nous écrivez, les aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse CEDEX. Dans l'enveloppe, vous mettez une autre enveloppe avec votre nom, votre adresse, une enveloppe timbrée pour que je puisse vous renvoyer ce secret. Ça ne coûte rien, hein, évidemment, c'est totalement gratuit. Je vous enverrai ce secret donc par retour de courrier. Et puis lorsque l'occasion va se présenter, si quelqu'un autour de vous se brûle, eh bien, essayez ce secret et surtout, vous nous rappellerez après pour nous dire si ça a fonctionné ou pas, dans quelles conditions vous l'avez utilisé, ce secret. Donc voilà, ce sera la première d'une des expériences que j'aurai le plaisir de vous proposer dans le cadre des aventuriers de l'étrange. Les guérisseurs, donc, ce soir... Avec Didier Franck, qui est guérisseur, il nous l'a dit depuis une trentaine d'années dans la région de Montauban. Alors, première question, Didier Franck, comment vous êtes-vous aperçu un beau jour que vous aviez ce don de guérir ou ce talent? Tout à fait par hasard. C'était ma femme qui s'est brûlée, on était jeunes mariés. Elle s'était brûlée toute la main et moi je savais pas qu'est-ce qui lui était arrivé. Elle pleurait. Ouais. Donc j'ai pris sa main entre les deux miennes, mais sans savoir qu'elle était brûlée à cette main-là. D'accord. Et au bout d'une minute, je lui demandais pour quelle raison elle pleurait. Au bout d'une minute et demie, elle m'a dit voilà, j'ai plus mal. Alors j'ai demandé où. Elle m'a montré la main et entre mes doigts il y avait des cloques et emplacement des doigts il y avait pas de cloques. Voilà. Ah, il y avait l'empreinte carrément de votre main sur la sienne, quoi. Oui, et pas de douleur, et plus de douleur. Et ça, vous ne l'aviez jamais expérimenté avant. Là, vous aviez quel âge à peu près grosso modo 24, 25 23. 23 ans. Et avant ça,
ça ne s'était jamais vraiment manifesté. Non, pas du tout. J'étais pas du tout familier avec d'abord cette profession. Je connaissais rien du tout à ce type de profession. Ouais. Je savais même pas quelles étaient les limites ou qu'est-ce que ça pouvait donner, qu'est-ce que ça pouvait ne pas donner. Ça faisait pas partie de votre vie, quoi. J'étais complètement naïf, quoi. Ouais. Et alors, quelle a été votre réaction? D'abord la vôtre et celle de votre épouse. On va dire, mais comment t'as fait? Non, ça m'a paru, relativement naturel. Donc j'ai pas eu peur. Je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, tu soulages les brûlures. Bon, c'est relativement courant. Ouais. C'est plus tard, quelques mois plus tard, j'avais eu 2 ou 3 personnes dans la même journée qui s'étaient brûlées. Mm-hmm. Et le soir, ma femme me dit, j'ai un mal de gorge pas possible, je dois couver une angine. Et à ce moment-là, j'ai mis en rigolant, en chahutant, quoi. J'ai mis ma main au niveau de son cou, sans serrer. Non, il n'y avait pas d'héritage particulier. Non. Et alors du coup, au bout de 10 minutes, elle m'a dit, j'ai plus mal. Et alors là, c'est après qu'on a vu un film à la télé sur les extraterrestres. Okay. J'ai passé toute la nuit à me réveiller, moi qui dors comme un souk. Ouais. J'ai passé toute la nuit à me réveiller pour savoir qui j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce qui se passait. Enfin, je comprenais rien à rien. Ouais. Là, la grosse panique, quoi. Ah là, vraiment la panique. Là, la panique, oui. Pourquoi? Parce que j'étais plus moi, quoi. Hein. Ouais. J'étais en train de perdre mon identité d'avant, quoi. Hein. J'étais plus le même. Enfin, ou apparemment, j'étais plus le même. Puis il y avait cette forme d'accident qui venait me perturber dans ce que j'étais, quoi. Ouais. Et vous en avez parlé un peu autour de vous pour essayer d'avoir des réponses. Oui, mais moi j'ai eu des réponses effectivement parce que je suis allé rencontrer d'autres guérisseurs qui m'ont dit il suffit d'essayer et puis ça doit marcher, mais c'est tout, rien, aucune réponse de concrète. Donc et après il a fallu que je fasse des essais. Mm-hmm. Et au niveau des essais, c'est très 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 amusant parce que un vendredi soir, on sortait à l'époque à 6h le vendredi soir. Ouais. Et j'avais une collègue de boulot qui était enrhumée comme c'est pas possible, une grosse grippe, et le lendemain elle avait un mariage. Ouais. J'ai dit, si vous voulez, hier j'ai soulagé un mal de gorge à ma femme. Si vous voulez, je peux essayer de vous soulager au niveau de votre rhume, si vous voulez être en forme pour le mariage. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Ah, m'a dit, avec plaisir. Ouais. Je me suis tellement concentré sur mais alors, vous avez fait quoi? Vous avez j'ai posé ma main sur son front. D'accord. Ouais. Je me suis tellement concentré qu'elle a eu mal à la tête de 6h du soir jusqu'à minuit. Tout le samedi pour le mariage, c'était la grosse fontaine. Bravo. Et le dimanche matin, alors que le mariage était terminé, ça y est, en pleine forme. Et le lundi, elle m'a dit le reste. D'accord, oui, ça devait pas être vraiment contente. Pas vraiment, non. Non. Mais vous pensez, donc là, vous l'avez soigné. Autrement dit, vous avez accéléré. Ça a accéléré, a priori, le processus. Mais bon, au départ, si vous voulez, on pose les mains, on comprend rien à ce qui se passe. Bon, déjà, on n'est pas forcément familier avec les maladies. On ne sait pas ce que c'est qu'une maladie. D'une part, il y a ça. D'autre part, on n'est pas familier du tout sur le type de résultats qu'on peut obtenir. Ouais. Après, plus tard, quand l'expérience arrive, alors là, on se laisse aller à croire que finalement on est efficace, qu'on peut arriver à guérir des gens. Et un peu plus tard, après, on arrive à comprendre qu'on guérit personne. Ah bon? Bah oui. C'est les personnes elles-mêmes qui profitent de cette rencontre-là pour pouvoir régler son propre problème de maladie, quoi. Ouais. Mais attendez, vous avez quand même un talent de guérisseur. Là, le coup de la main, de la brûlure, etc. Vous avez eu une action visiblement sur l'organe. Oui, mais plus ça va, plus j'ai tendance à penser que finalement la manière dont on exerce à ce moment-là, c'est l'optimisation de tous les sens. C'est-à-dire que on a tous des sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc., etc. Ouais. Donc si on optimise tous ces sens-là, vous, quand vous sentez quelqu'un, que vous le touchez, que vous le regardez, que vous l'entendez, on arrive grosso modo à faire une photographie de l'individu ou du problème à régler. Ouais. C'est une photo. Ouais. La différence, quand on optimise tous ces sens-là, le subtil mélange de l'optimisation de tous ces sens donne plutôt de l'échographie. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que quand quelqu'un rentre dans votre cabinet, vient vous voir pour une maladie X ou Y, vous avez
de suite, en lui posant les mains, vous avez sa radiographie, quoi. Vous avez le... C'est plutôt une échographie. Radiographie, je sais pas, parce qu'une radio, c'est une photo. Une échographie, c'est un vivant, écho. Ça bouge, ouais, c'est d'accord. un écho, quoi. D'accord, Ça donne vraiment un écho. Une résonance, on va dire. Ouais. Alors, à la différence que le médecin, lui, rencontre un malade avec sa maladie. Et nous, on rencontre plutôt une personne qui se plaint de maladie, quoi. Ouais. Autrement dit, vous avez la globalité, quoi. Vous avez tout en même temps. On a tout en même temps, ce qui veut dire aussi que on n'a pas forcément les mêmes points de repère par rapport à la maladie que peuvent avoir un médecin, un kiné, un ostéopathe. Parce que si vous avez un genou douloureux et qui soit gonflé, que vous ne puissiez pas faire bouger l'articulation. Mais l'ostéopathe, le kiné, le rhumato, à la limite, il va s'occuper du genou, alors que moi je touche pas du tout le genou. Ce que je vois, c'est plutôt le déséquilibre qu'il y a sur l'ensemble global du squelette. Mais comment vous le ressentez ça en vous? C'est ça qui est étonnant. Finalement, cette capacité est assez particulière. Non, mais c'est pas. On le ressent. Oui, on le sent, mais c'est pas verbalisé, c'est pas verbalisable, c'est du virtuel, là. C'est pratiquement du virtuel, quoi. On sait qu'il y a ce déséquilibre-là, mais on le sait. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Ça, oui. Mais ça, peu importe. Ah oui, ça vous interroge pas, vous dire, mais par exemple, moi, je suis infoutu de guérir quoi que ce soit. Enfin, j'ai essayé de mettre les mains, machin, ça... C'est pas sûr, parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui est triste, vous lui faites du bien. Oui, mais ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est bien le début d'une rencontre. Ouais. Nous, quand on rencontre un malade, une personne qui se dit être malade, c'est quelqu'un qui est seul, qui est isolé avec sa maladie. Donc c'est quelqu'un que l'on rencontre puis qui tout d'un coup ne se retrouve plus seul. Donc c'est aussi quelqu'un qui finalement a besoin qu'on lui tende la main. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on essaye de comprendre peut-être quelque chose à son problème. Et après, elle s'auto-guérit. Elle s'auto-guérit. Je pense, moi, si vous voulez, plus ça va, plus je pense que on ne peut pas prétendre guérir qui que ce soit. Mais que, tout simplement, la personne a besoin d'un coup de main, elle a besoin qu'on lui tende la main, elle a besoin qu'on l'écoute, qu'on l'entende, peu importe quoi. Et ça lui permet, elle, de régler son propre problème, puisque sa maladie, c'est elle qui se l'est déclenchée. Dans tous les cas. Ça, on va y revenir justement sur cette théorie parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions de comment ça fonctionne. Malgré ce que vous avez dit, vous vous êtes interrogé sur votre état comme ça de pouvoir guérir. Oui, mais plus tard. Les gens. Ah, oui, c'est ça, j'imagine. C'est pas plus tard, mais c'est plus tard que j'ai cru commencer à comprendre quelque chose. Racontez-nous encore vos débuts, une autre histoire comme ça où vous avez guéri quelqu'un un petit peu en tâtonnant à droite, à gauche. Au départ, ce n'est que du tâtonnement, parce que on a des mains a priori qui font des choses, qui paraissent faire des choses. D'abord, on ne sait pas quoi. On ne sait pas où mettre les mains. C'est le bazar le plus complet. Alors après, on cherche. Au début, on cherche. Moi, j'ai cherché. J'avais vu qu'il y avait des gens qui se servaient de pendules. Alors, je me suis servi d'un pendule. Alors, avec un pendule, on peut faire quoi? On peut poser des questions, oui, non. Est-ce que c'est au niveau de la tête que ça se passe? Non. Est-ce que c'est au niveau du cou? Est-ce que c'est au niveau du dos? Oui. Etc., etc. Donc là, on peut approcher et avoir quelques réponses qui ne sont pas forcément les bonnes, mais peu importe. Ça permet de rentrer dans une démarche. Donc au départ, on comprend rien à rien. Et quand on a l'impression de commencer à comprendre quelque chose, c'est là que ça marche plus après. Ah oui. Oui, parce que la première des démarches et la seule démarche qui soit intéressante pour cette action-là, c'est d'arriver à être soi-même absent. À s'oublier. S'oublier complètement. S'oublier, oublier qui on est. Oublier tout ce que l'on sait. Oublier tout ce que l'on croit. Il faut qu'il ne reste que le malade. C'est une véritable ascèse, ça. C'est pas évident, ça. C'est la condition pour entrer pleinement dans la démarche. Didier Franck, vous restez avec nous jusqu'à minuit pour nous faire découvrir comment vous soignez, comment vous réussissez à avoir des résultats, somme toute intéressants. Vous avez même soigné des toubibs,
Beaucoup, ouais. On en parlera également. 0826 300 300, si vous êtes allé consulter vous-même des guérisseurs dans notre grand sud-ouest, venez nous faire part de votre vécu, ce que vous en avez pensé, si ça vous a apporté un véritable bien. Attention, entendons-nous bien, on n'est pas là pour faire de la publicité à tel ou tel autre guérisseur, mais se pencher sur ce phénomène extraordinaire qu'ont certains d'entre nous de pouvoir guérir les autres. 0826 300 300. Marc Lavoine, tu m'as renversé dans les aventuriers de l'étrange. Jusqu'à minuit, nous parlons des guérisseurs, ces gens qui ont des propriétés tout à fait étonnantes, la capacité de guérir certains et certaines d'entre nous, juste en posant comme ça les mains. Notre invité est Didier Franck, il est guérisseur, et il est avec nous pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. Et également, si vous avez des témoignages, parce que vous êtes allé voir un guérisseur, vous avez obtenu des résultats tout à fait étonnants, ou que vous avez cette capacité à guérir en posant les mains, vous nous appelez au 0826 300 300. Votre témoignage va apporter de l'eau à notre moulin. Nous avons non pas un témoignage, mais une histoire. Mireille nous appelle de Montrégeau. Bonsoir Mireille. Bonsoir Louis. Nous sommes en compagnie de Didier Franck. Oui, bonsoir Monsieur Franck. Bonsoir, madame. Alors voilà, mon histoire. Ma grand-mère avait reçu un don, on lui avait donné un don. Ouais. Un secret plutôt. Voilà. Alors, lorsque c'était une préparation pour guérir les brûlures, mais vraiment des brûlures c'était vraiment la peau, vous savez, qui pelait. Ouais. Alors, elle se cachait pour préparer cette pommade. Ah, elle se cachait, vraiment? Ah oui, c'était un secret, donc elle se cachait. Ouais. Alors, ma mère qui vivait avec elle, à l'époque, puisque la pauvre, elle est décédée en 57, et moi j'avais 10 ans. Ouais. Et vous savez, à 10 ans, les enfants sont très curieux. Ah, ouais. Et alors, je me souviens d'une chose, c'est que, alors, c'était du lard. Il y avait du lard. Elle faisait fondre du lard dans une poêle. Ouais. Et alors, à partir du moment où le lard était fondu, elle me disait, maintenant tu t'en vas. Elle fermait à clé. Et moi, par le trou de la serrure, j'ai dit, mais vous savez ce que c'est, la curiosité, mais qu'est-ce qu'elle fait? oui. C'était un peu sorcier, quoi, quand on y pensait. Oui. Et alors, à partir de là, après, il fallait qu'elle mélangeait avec une plante, avec plusieurs plantes. Ouais. Et tout un tas de trucs, quoi, enfin. Puis elle refaisait macérer ça le lendemain, enfin, pendant 3 jours. D'accord. Elle passait tout ça, et alors, mais elle a guéri, je vous dis, des gens qui allaient chez le médecin, les pommades du pharmacien, ils faisaient rien. Ouais. Et oui, parce que elle était connue pour avoir ce secret, justement. C'était un secret, mais en plus, il y avait une prière. Ah. Elle faisait en plus une prière. D'accord. Voilà. Et puis elle fabriquait aussi avec, elle allait, vous savez, les fruits des pins, là, enfin. Elle faisait macérer tout ça, ça ressemblait à un vin, quoi, un vin rouge, hein. Ouais, alors elle nettoyait avec ce liquide, là, hein. Ouais. Et puis après, alors, avec le ciseau, elle coupait, parce que c'était que, je vous dis, c'était pas simplement une petite brûlure que l'on peut se faire avec une casserole, ou enfin, comme a dit le monsieur Franck, il s'appelle. Oui, c'est ça, Voilà. Et c'était vraiment très profond. Et je vous assure, les gens guérissaient, mais sans cicatrice. Alors bien sûr, elle ne se faisait pas rémunérer, surtout à l'époque, elle ne voulait pas d'argent. Et les gens, pour la remercier, lui portaient du lard, justement, des œufs, un poulet, voyez. C'est ce qui se faisait avant. Et elle emportait ça dans la tombe, parce que ma mère n'était pas, ça n'avait pas l'air de l'intéresser, ni ses autres filles, et moi, vous étiez trop jeune. Dans ce sens-là. Par contre, Monsieur Louis, j'étais déjà passé lorsque vous faisiez l'émission avec Monsieur Lignon. Oui. Au sujet du magnétisme. Oui. Alors là, j'en reviens à moi parce que moi, j'ai magnétisé. J'ai encore des oranges, des citrons, des bouts de viande. Oui. Et alors, il y a quelques années, j'avais fait un zona. D'ailleurs, je n'ai jamais guéri. J'avais fait venir un guérisseur qui se disait guérisseur, parce que vous savez, il y en a beaucoup qui se disent guérisseurs. On en parlera justement. Oui, tout à fait. Alors, il m'a posé la main. Il m'a dit, oh là là, vous êtes bien atteinte de ce zona. Puis finalement, il m'a rien fait. Mais moi, bien avant, j'ai posé ma main. Et moi, j'arrive à m'apaiser. Mais dire guérir, non. D'accord. Mais alors dites-moi Mireille, 2 questions. D'abord, le secret a disparu. Alors le secret, malheureusement, elle l'a emporté dans la tombe, comme on dit. Ah, voilà, c'est vraiment mais c'était dommage, un secret. Oui. Et je vous assure que cette pommade, c'était miraculeux, quoi. Et alors, il y avait donc cette pommade, mais elle récitait une prière en même temps. Il y avait une prière, parce que ma mère me dit, mais je pense qu'elle faisait aussi, enfin, au fond d'elle-même, vous savez comment on fait. Et voilà, elle disait une prière. Oui. Bon. Alors, oui, je m'excuse, monsieur, je suis très bavarde. Oui, effectivement, Mireille. Juste un instant, je me tourne vers Didier Franck.
Dites-moi Didier, dans les campagnes, ça existait beaucoup, j'imagine, ce genre de remèdes, ce qu'on appelle les remèdes de bonne femme, quoi. Oui, bien sûr. Mais autrefois, enfin, je pense qu'avant qu'il y ait des médecins, il devait y avoir essentiellement que des personnes comme ça qui avaient des tours de passe-passe, des tisanes, je sais pas exactement, mais enfin, il faut remonter un petit peu dans l'histoire pour... Et il y avait aussi autour, en plus des plantes, il y avait ce côté mystérieux du secret, de ce qu'elle récitait en mettant cette pommade, enfin cette mixture, quoi. Oui, mais le fait de réciter, si vous voulez, une prière ou une formule, ça c'est un moyen pour le praticien de se retrouver dans un état qui va permettre de rencontrer le malade. D'accord. Enfin, à mon avis... De s'oublier soi-même, c'est ça en fait. fait. De s'oublier soi-même, parce que je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de tellement mystérieux là-dedans. Ouais. Et on se plaît à dire que c'est très mystérieux, mais... Vous êtes en train de me casser la baraque là, Didier, quand même. Non, mais je crois qu'il faut garder un petit peu les pieds sur terre. Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on fait on peut avoir des résultats qui paraissent être extraordinaires. Que la démarche est extraordinaire. D'accord. Ouais, c'est vrai que oui, tout à fait. La quantité Moi, j'ai vu des résultats qui paraissent spectaculaires, mais en réalité, parce qu'il y avait une erreur de diagnostic au départ, avant. Oui. Et un truc tout simple, qui passe de manière pratiquement spontanée, quoi. Tout simplement parce qu'il y a une erreur de diagnostic, il suffit de... Ouais. Et alors, Mireille nous a dit que elle réussissait à se guérir. Peut-être pas totalement, mais avoir une action. Est-ce que vous utilisez votre talent pour vous? Ah oui, chaque fois que je me brûle, oui, ça j'oublie pas. Et ça marche. Ah, ça marche. Il suffit que, je pose ma main, c'est tout simplement. Oui. Oui, non, mais ça marche bien. Mais pour les brûlures, mais pour autre chose, quand vous avez un rhume, une angine, si tant est que vous soyez malade d'ailleurs. Oui, mais enfin non, d'abord j'évite d'être malade, et c'est beaucoup plus facile. Oui, ça, je suis d'accord. Mais ensuite, bon, quand il m'arrive d'avoir un bon rhume, ben je suis comme tout le monde. C'est vrai que un rhume, pour moi, c'est une mauvaise humeur, et c'est que tout simplement, il y a trop longtemps que je tire un peu trop sur la corde, donc il faut aussi, à un moment donné, régler les comptes avec soi, quoi. Ouais. Donc, si on a besoin de se nettoyer un petit peu toutes les muqueuses, eh ben c'est le bon moyen d'avoir un bon rhume, quoi. Oui, tout simplement. Finalement, le rhume est plutôt bon signe. Ah oui, c'est un bon signe, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Enfin, ça dépend pour qui, mais ce qui me concerne, moi, j'ai chaque année un rhume ou deux, et ça me fait le plus grand bien. D'accord. Et vous savez pourquoi vous avez ce rhume? Ah oui, ça toujours. D'accord. Et alors, vous dites, quand vous recevez quelqu'un, vous lui demandez pourquoi vous êtes malade? Non, je préfère le lui dire. C'est là où réside évidemment la force. Didier Franck, vous restez avec nous, continuez à nous appeler comme l'a fait Mireille, 0826 300 300. Vous nous appelez pour nous faire part de si vous avez une capacité pour guérir, venez nous le dire. Je le rappelle encore, il est hors de question de faire de la publicité pour qui que ce soit, mais de parler de ce phénomène qui est quand même tout à fait étonnant. 0826 300 300 pour nous raconter comment vous guérissez, comment vous le vivez vous, comment vous le ressentez, et si vous êtes allé voir en revanche un guérisseur et que vous avez eu, vous en êtes content ou mécontent, parce qu'il existe quand même pas mal d'escrocs dans ce domaine. Didier Franck, je suppose que il faut se méfier, hein, c'est comme dans la voyance. Hein. Mais d'une part, il y a des escrocs, c'est sûr, mais en plus même des gens très sérieux qui peuvent se tromper à un moment donné. Oui. Enfin, moi le premier. Oui, il y a ça en plus, oui. Enfin, il y a tout à prendre en compte. Hein, d'accord. 0826 300 300, vous nous appelez dans quelques minutes. On va avoir justement Paul-Louis Rabeyron avec nous entre guillemets, puisque je l'ai interviewé vendredi. Vous allez écouter son analyse concernant les guérisseurs qui est tout à fait intéressante. Là où je t'emmènerai, Florent Pagny, dans les aventuriers de l'étrange. 0826 300 300. Cyril, fidèle au poste, attend vos appels. Si vous avez un talent pour guérir, si vous avez un secret pour passer le feu, si vous êtes allé rencontrer un guérisseur ou une guérisseuse d'ailleurs, et vous avez eu de bons résultats, venez nous apporter votre témoignage. Didier Franck est en notre compagnie pour également répondre à vos questions. 0826 300 300. Il est l'heure de retrouver Paul-Louis Rabeyron. Paul-Louis Rabeyron, bonsoir. Bonsoir.
Merci de nous rejoindre dans Les Aventuriers de l'étrange. Alors, je vous présente, vous êtes médecin psychiatre des hôpitaux, c'est-à-dire que vous avez un doctorat en médecine et que vous êtes psychiatre. Vous travaillez à Lyon. Vous avez également un cours que vous donnez dans une faculté catholique de Lyon, la faculté catholique de Lyon. C'est l'Université catholique de Lyon. L'Université catholique de Lyon. Exact, oui. Voilà, c'est un UV dont le titre exact est... Alors, vous voulez que je vous le dise? Oui, allez-y. Donc, c'est sciences, Oui. au pluriel, j'y tiens, Mm. société et phénomènes dits paranormaux. Voilà. C'est une UV donc de 24 heures, qui dure 24 heures, pas bien sûr en une seule journée, J'imagine. puisqu'elle nous occupe du mois d'octobre au mois de janvier. Mhm. Elle est ouverte à l'ensemble des étudiants de la Catho, premier cycle, deuxième cycle, dans différentes filières, aussi bien sciences humaines que sciences exactes, école d'ingénieurs, etc. Mhm. Et elle est également ouverte aux auditeurs libres. Voilà. Et vous êtes également membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, qui est basé à Paris. Exactement. Alors, ensemble, vous le savez, nous parlons des guérisseurs. Ce soir, un sujet sur lequel vous êtes largement penché. Alors, d'abord, première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à un sujet comme les guérisseurs, vous qui êtes docteur en médecine d'un côté, psychiatre également? Alors bon, c'est un petit peu toute une histoire qui recoupe ma propre histoire médicale, on pourrait dire, donc sans vous raconter ma vie en détail, je peux peut-être vous donner quelques éléments là-dessus, effectivement. Disons qu'à la fin de mes études médicales, plusieurs choses m'intéressaient. Je terminais à ce moment-là une maîtrise de biologie humaine qui pouvait me conduire vers la voie de la recherche. Je commençais à m'intéresser à la psychiatrie, à la psychanalyse, et je découvrais également le monde des médecines alternatives, notamment par le biais d'une formation en acupuncture. Ouais. Hein. Mhm. Donc tout ça s'est fait sur quelques années, finalement, juste à la fin de mes études médicales. Et ça m'a plongé dans pas mal d'abîmes de réflexion, hein, parce que je voyais dans les différents champs que je fréquentais des choses tout à fait intéressantes, et puis aussi un certain nombre de résistances de ces différentes écoles de pensée les unes par rapport aux autres. Donc ça m'a amené à une thèse en fait de médecine qui s'est intitulée idéologie médicale. Mhm. C'est une assez grosse thèse d'ailleurs en termes de Ouais. nombre de pages, et qui essayait de parcourir un petit peu le champ de tout ce qui existait en termes de théorie et de pratique médicale dans la France contemporaine de l'époque. C'était le début des années 80. Hein. Mhm. Ouais. Donc dans ce cadre-là, j'ai été conduit à rencontrer effectivement, à réfléchir autour des médecines alternatives d'une façon générale, et la question des guérisseurs et des magnétiseurs était déjà présente, je dirais, dans ce travail. Elle n'était pas centrale, elle était là au milieu de tas d'autres choses, puisque je parlais aussi bien de médecine scientifique tout à fait classique que de psychologie médicale, de psychanalyse ou Ouais. d'autres choses, d'homéopathie, voilà. Ouais. Et alors, lors de notre conversation pour la préparation de cette interview, vous avez évoqué ce que vous appelez dans votre jargon la biopsychokinèse. De quoi s'agit-il exactement? Alors, là, je suis obligé un peu de reprendre mon fil parce que tout est lié. À l'issue de ce travail de thèse, donc j'ai rencontré un professeur à Lyon d'ethnologie, un anthropologue, donc qui s'appelle François Laplantine, et qui est professeur à Lyon 2. Et donc ensemble, avec quelques autres collègues, on a travaillé autour d'un voyant lyonnais qui s'appelait Georges de Bellerive, qui a donné lieu à un ouvrage que peut-être plusieurs de vos auditeurs connaissent, qui s'appelle Un voyant dans la ville. Oui. Donc ça m'a plongé, ça, si vous voulez, dans le monde parapsychologique au sens large du terme français, même si l'approche était une approche qu'on pourrait qualifier à la fois d'anthropologique et une réflexion épistémologique sur la science en général et la science par rapport à ces phénomènes notamment. Voilà, donc j'avais été plongé, si vous voulez, dans le bain des médecines alternatives, et là j'étais plongé dans le bain de la parapsychologie. À l'intersection, finalement, il y avait la question des guérisseurs. Alors si on essaye, des magnétiseurs, donc si on essaye après de voir ce que l'on peut dire scientifiquement, quels sont les travaux scientifiques qui tournent autour de ce thème, on tombe bien sûr sur beaucoup de choses dans le domaine, je dirais, psycho-ethno-sociologique, hein, mais on tombe aussi sur des données expérimentales et qui là viennent de la parapsychologie expérimentale. Ouais. Et donc je reviens à votre question précédente, la BioPK, donc la biopsychokinèse, définit finalement la possibilité de l'action d'un esprit sur un autre corps ou sur un matériel biologique, d'où le bio,
psychokinèse se définissant classiquement comme l'influence de l'esprit sur la matière. Hein. Donc ouais. la matière concernée, quand on parle de bio-PK, bio-psychokinèse, donc c'est un matériel, comme on le dit, en recherche, un matériel biologique. Mmh. Alors, vous, qu'avez-vous fait dans ce cadre-là? Qu'avez-vous découvert parce que vous êtes plongé vraiment dans la lecture de ce qui existait. Est-ce qu'il y a eu des expérimentations franchement étonnantes, c'est-à-dire des guérisseurs que l'on a convoqués et qu'on a dit, ben voilà, voyons ce que vous savez faire, faites-le et on voit ce que ça donne. Alors, personnellement, j'ai pas directement travaillé, comme vous le dites, mais mes connaissances sont plus issues de lecture, donc c'est plus une approche théorique qui était la mienne, même si j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques guérisseurs, d'en rencontrer, et puis de parler surtout avec des personnes qui en ont consulté, parce que beaucoup de gens consultent finalement les guérisseurs, les magnétiseurs, et ils hésitent un peu à en parler. Quand ils rencontrent un médecin qu'ils repèrent comme étant un médecin de l'orthodoxie traditionnelle, on va dire classique. Oui, alors qu'il y a des médecins qui recommandent certains guérisseurs ou magnétiseurs également. Hein. Oui, tout à fait. Dans certaines zones rurales, par exemple, il y a sûr. certains magnétiseurs qui sont connus pour guérir les brûlures. Ouais. Et moi, j'ai entendu raconter des histoires comme ça de médecins qui envoyaient tout de suite chez cette personne-là quand il s'agissait d'une brûlure. Bon. Tout à fait. Alors, du coup, c'est vrai que les gens ne font pas de confidence spontanée, je dirais. Donc, suivant certaines pathologies, quand on a un peu l'habitude, on peut amener les gens en toute confiance à se confier. Et pas mal témoignent de ce type de démarche. Donc, j'ai entendu un certain nombre de choses directement. Par contre, au niveau travail directement expérimental, j'ai peu de recul. Là, au niveau de l'IMI, on est sur un projet qui s'appelle PsyDiag, qui serait un projet de diagnostic à distance, puisque certains magnétiseurs prétendent pouvoir avoir cette compétence. Donc on est au stade de pré-test, qui pour le moment, je ne vous le cacherai pas, sont pas très concluants, mais on a quand même assez peu de recul. Ouais. Par contre, oui, j'ai pas mal lu sur la question, et là, quand on se tourne vers les deux types de littérature que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit la littérature des ethnologues, par exemple, ou des parapsychologues, on trouve pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on trouve le fait que indiscutablement, il y a un effet. C'est-à-dire qu'indiscutablement, le fait de faire la démarche, d'aller voir un thérapeute parallèle, procure très souvent la guérison, l'amélioration chez plein de gens. Bon, ça ne fait pas la preuve définitive de l'efficacité spécifique. Bon, mais en tout cas, ça commence à mettre une certaine puce à l'oreille, je dirais. Ouais. Mais enfin, il va falloir qu'on évoque aussi ensemble l'effet placebo également, alors, savoir où est-ce qu'il s'arrête, s'il y en a, ce qu'on en pense évidemment. Alors, je termine sur l'autre type de travaux, qui sont effectivement les travaux expérimentaux. Donc là, ça rejoint la question de l'évaluation thérapeutique en médecine, et notamment l'effet placebo sur lequel on reviendra peut-être après, qui est effectivement un monde assez complexe en soi. Mais je peux vous donner peut-être quelques petits exemples qui sont assez parlants. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, au Canada, sur la tentative de mettre en évidence donc l'effet de biopsychokinèse sur des plantes ou des animaux, par exemple. Donc sur les animaux, je pense à une expérience qui avait été réalisée par un chercheur, un universitaire canadien qui s'appelle Bernard Grad, qui donc avait fait des petites incisions sur un certain nombre de souris, et donc il avait séparé les souris en deux groupes, suivant les études classiques randomisées, et le magnétiseur se concentrait sur un groupe de souris, et sur l'autre groupe, il y avait personne qui essayait d'avoir une action. Par contre, on veillait à ce qu'elles reçoivent la même quantité d'énergie, je dirais, liée à la chaleur des mains du magnétiseur, de manière à ce qu'on soit vraiment dans des conditions similaires. Bon. Et là, les résultats étaient assez significatifs en faveur de l'effet du guérisseur. Même chose avec des graines ou des plantes dont on observe la croissance, avec deux groupes. Un groupe qui reçoit soit l'action directe des mains du magnétiseur, soit de l'eau magnétisée, et un autre groupe qui ne reçoit rien. Et là aussi, on arrive à des choses assez significatives. Chez l'humain, finalement, là où c'est le plus troublant, c'est quand on peut jouer sur un matériel biologique. Donc ça a été le cas dans une étude qui cherchait à avoir une action sur le taux d'hémoglobine chez des patients qui étaient en baisse. Et donc là aussi sur un certain nombre de sujets. En l'occurrence, je crois que c'était une petite cinquantaine de sujets souffrant de diverses maladies qui avaient été traités par Oscar Estebani, qui était un guérisseur hongrois assez connu.
et puis d'autres patients qui constituaient un groupe témoin. Mhm. Et là aussi, les résultats reviennent significatifs. On est tout à fait dans des travaux statistiques classiques. Hein. Ils reviennent probants, c'est-à-dire le groupe sur lequel le magnétiseur s'est concentré a un taux d'hémoglobine qui monte par rapport à l'autre. Ouais. Alors là, on a pratiquement, même si on peut discuter, même je dirais dans ce qu'on appelle l'effet expérimentateur, on peut discuter plein de choses, mais y compris des effets placebo complexes, même chez l'animal, je crois que là c'est pas un argument complètement définitif, mais comme je le disais, ça met quand même une certaine puce à l'oreille. Par contre, dès qu'on est chez l'être humain et qu'on essaye d'évaluer quelque chose qui est de l'ordre de la guérison, ça pose pas mal de problèmes méthodologiques. Hein. Ouais. On va pas rentrer dans les détails ce soir. Mais là, c'est plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué parce que il y a la subjectivité qui intervient, donc c'est déjà compliqué au plan psychologique. Hein. Et de toute façon, ce que je peux vous dire sans trop de grand risque de me tromper, c'est que dans toute guérison de ce type, il y a des facteurs psychologiques qui sont très importants. Évidemment. Pour la bonne raison que ça, c'est présent dans toute thérapie, y compris la thérapie la plus classique. Oui, oui, tout à fait. Mais alors, dites-moi, Paul-Louis Rabeyron, quand même, vous nous avez cité 3 types d'expériences là. Une sur les plantes, une autre sur les animaux et une autre sur l'humain. Bon, en ce qui concerne les plantes, on ne peut pas les suspecter de pouvoir produire, enfin recevoir ou vivre un effet placebo. Non, on peut simplement penser que dans la méthode, si vous voulez employer, il peut y avoir des biais. Donc, ce qui permet d'éliminer ces biais, c'est que le fait que d'autres équipes finalement refassent le même type d'expérimentation. Alors là, on retombe sur l'éternel problème des travaux de parapsychologie expérimentale, où parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, avec des études statistiques qui peuvent être très étonnantes et très significatives, et d'autres fois qu'ils sont moins. Bon, là, ça nous amènerait à déborder un peu du cadre du thème de ce soir et à parler de l'expérimentation en parapsychologie. Bon, j'ai un peu fait le tour de la question et comme d'autres collègues à l'IMI, je crois qu'il y a des choses qui sont excessivement troublantes, mais effectivement, on n'est pas dans du reproductible pur. Si vous voulez, hein. Donc, par exemple, dans les plantes, on pourrait toujours suspecter que une des personnes qui participe à l'expérience peut-être traite un petit peu moins bien, si vous voulez, les plantes qui ne sont pas magnétisées. On peut toujours faire ce genre de suspicion. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Mais alors là, donc, dans ces différents cas de figure que vous nous avez présentés, on ne peut pas faire l'économie de l'hypothèse de l'action d'un homme, donc sur quelque chose de biologique, que ce soit plante, animal ou humain. Oui, surtout que dans ça au moins c'est un fait. Ça. Oui, surtout dans voilà, comme vous le dites très bien, on peut pas faire l'économie de cette hypothèse comme une hypothèse à prendre en compte sérieusement. Voilà. D'autant plus qu'il y a un autre élément qui va dans ce sens-là, c'est que quand même les résultats, parmi les résultats les plus forts, on va dire statistiquement, comme par hasard, ils étaient obtenus avec quand même des guérisseurs qui étaient très réputés, qui étaient considérés comme des gens très efficaces, qui avaient une grosse clientèle, qui avaient une grosse aura, etc. Donc si on prend un guérisseur lambda ou le commun des mortels, on a l'impression de voir, si vous voulez, une baisse, un petit peu comme si on organisait une épreuve sportive avec quelqu'un qui est champion du monde et puis le commun des mortels. On sait tous faire du vélo, mais on s'appelle pas tous Eddy Merckx ou Virenque. Avec ou sans piqûre d'ailleurs. Très bien. Paul-Louis Rabeyron, on fait une pause et on se retrouve tout de suite après parce que j'ai encore 2-3 questions à vous poser concernant cette étude, concernant le fait qu'un être humain puisse avoir une influence sur la guérison, sur le mal que vit un autre être humain. À tout de suite. À tout de suite. Cathy Tunstall dans Les Aventuriers de l'étrange, c'était Suddenly I See. Avant de retrouver Paul-Louis Rabeyron, je vous rappelle l'expérience que je vous propose de vivre ensemble. J'ai à ma disposition un secret pour passer le feu. C'est une vieille dame qui me l'avait envoyé il y a fort longtemps pour le donner à qui veut bien l'utiliser. Eh bien écoutez, c'est à vous que ce secret va revenir. Il faut que vous nous envoyiez un courrier avec dans ce courrier une enveloppe avec votre nom, votre adresse, une enveloppe timbrée évidemment.
évidemment. Et par retour de courrier, eh bien, je vous enverrai ce secret pour passer le feu. À vous de l'utiliser à un moment ou un autre quand quelqu'un se brûlera autour de vous. Et en revanche, ce que je vous demande en échange de ce secret que je vous enverrai, c'est de nous rappeler pour nous dire si ça a fonctionné ou pas, dans quelles conditions vous l'avez utilisé. Donc vous nous envoyez un courrier adressé aux Aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse CEDEX. Et ensuite, très rapidement, on vous enverra ce secret pour passer le feu. Mais attention, faites gaffe, allez pas brûler quelqu'un exprès pour voir si ça marche quand même, soyons sérieux. Donc voilà, vous recevrez ce secret, si vous voulez le recevoir, charge à vous de l'utiliser et surtout de nous dire si ça a fonctionné. Nous retrouvons Paul-Louis Rabeyron, je vous le rappelle, il est avec nous, il est à Lyon, il est membre du comité directeur de l'IMI, il est médecin psychiatre des hôpitaux à Lyon et à l'Université catholique de Lyon, il assure un UV, une unité de valeur, ceux qui ont fait la fac savent ce que c'est, qui s'intitule Science au pluriel, Société et phénomènes dits paranormaux. Paul-Louis Rabeyron, on s'en était arrêté, on avait évoqué l'effet placebo. Oui, très rapidement, on va revenir. Vous nous avez parlé donc des différentes expériences qui ont été menées avec une demi-conclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de cette hypothèse, à savoir quelqu'un peut avoir une influence, alors par quel biais, magnétique, énergétique, on ne sait pas quel mot on peut coller dessus, mais en tout cas, quelqu'un peut avoir une influence sur ce qui est biologique, que ce soit des petites souris, que ce soit des plantes, que ce soit l'être humain. Alors, l'effet placebo chez les guérisseurs, comment est-ce qu'on peut le calculer? Alors, on pourrait partir du terme d'influence pour considérer que l'influence est là dans la vie en permanence, finalement. Hein. Oui. Alors, les hommes politiques essayent de nous influencer journellement, je dirais. Mais il n'y a pas que, hein. Ça peut être un commercial. Et dans le milieu médical, psychologique, psychothérapique, l'influence est un élément déterminant, finalement. Oui. On sait bien que quand on n'est pas bien, on a quelque chose, on va voir le médecin, on franchit la porte, ça va déjà un peu mieux. En général, quand on en sort, on a 80% du mal qui est derrière nous. Et puis après, le médicament ou le temps qui passe fait... Bon. On sait aussi que dans les maladies graves, avoir un excellent moral est primordial pour avoir encore plus de chances de guérison. Tout à fait. Donc on est là, si vous voulez, dans quelque chose qui a été au fil du temps, finalement, appelé différemment. Hein. Ça rejoint la notion d'influence occulte, enfin dans les pratiques sorcières, des choses comme ça. Mais après, la science est arrivée. Effectivement, le terme consacré, c'est l'effet placebo, mais on parle aussi de suggestion. Les psychanalystes préfèrent parler de transfert. Les ethnologues comme Lévi-Strauss évoquent l'efficacité symbolique, etc. Donc tout le monde tourne autour un peu du même pot, je dirais, tout à fait. Qui est finalement une façon plus ou moins savante de dire que quand deux personnes se rencontrent et que l'une est en demande et que l'autre se place du côté d'une possibilité d'action soignante, eh ben le soulagement, la réassurance, l'apaisement joue. Oui, mais ça peut être bon jusqu'à une certaine limite. Alors, ce que je voudrais dire, toujours pour rester sur ces généralités un peu psychologiques, avant d'aborder la spécificité des magnétiseurs et des guérisseurs, c'est que en plus, quand on se tourne vers quelqu'un qui est un peu hors cadre par rapport au cadre officiel, donc c'est souvent, alors c'est peut-être pas n'importe qui fait la démarche en plus, mais c'est souvent porteur un peu d'un intérêt, d'un mystère supplémentaire et d'un espoir aussi peut-être un petit peu plus grand. Qui renforce encore, qui renforcerait l'effet placebo. Voilà, qui pourrait renforcer l'effet placebo. Bon. Alors, quand on dit effet placebo, on dit peut-être un mot qui cache notre ignorance, hein, mais qui est en même temps quelque chose de très palpable et de très quotidien pour chacun d'entre nous. Hein. Ce qui fait que, ça, on est hors cadre, mais l'effet placebo, ça peut être la capacité à chacun à s'auto-guérir finalement. Alors exactement. C'est ça. Et c'est là que, tout à fait, vous êtes au cœur d'un des débats que l'effet placebo soulève, parce qu'il y en a plein, mais peut-être que le contact avec le soignant, j'emploie le terme de soignant parce que là, ça n'inclut pas que les guérisseurs, c'est vraiment tout thérapeute, finalement vient là pour arrive un moment qui va renforcer la possibilité de guérison chez la personne. Hein. Donc, certaines d'ailleurs, c'était Stanislas Grof, là, le psychiatre hongrois, qui parlait de guérisseur interne. Donc peut-être qu'on a tous en nous un guérisseur interne. Hein.
c'est pas un petit homme dans l'homme. Hein, Allez savoir. Oui, tout à fait. Des processus complexes, qui sont sans doute à l'interface de l'esprit et du corps, et qui se déclenchent plus ou moins, suivant les circonstances. Mais il y a quand même la possibilité d'une action du guérisseur ou du soignant sur la personne qui vient le voir. Alors, l'action du guérisseur, je pense qu'elle est, elle a son humus, si vous voulez, elle est ancrée comme toute action dans ce dont on vient de parler. Ouais. Et après, on peut commencer à discuter de l'efficacité propre, qu'on appelle en termes médicaux. Ouais. Alors, on se rend compte que finalement, si on regardait toutes les pathologies et toutes les façons de soigner les gens, il y a, je ne saurais pas dire en termes de pourcentage, surtout que les études concluent pas toutes de la même façon, mais on dit souvent qu'il y a entre 30 et 60% de guérison, d'amélioration qui sont dues à l'effet placebo. Hein. Ouais. Donc absolument. Entre 30 et 60. Voilà, toute pathologie et tout soignant confondu. Bon, d'accord. Dans certains cas, dans des maladies très graves, etc., le placebo tombe à 0% pratiquement. Ouais. Par contre, dès qu'on est dans des maladies, plus la maladie est fonctionnelle, plus elle est du côté du psychique, on monte à 80%. Psychosomatique, évidemment. Hein, voilà. Évidemment. C'est-à-dire que jusqu'à pratiquement, pour certains, considérer que il y a pratiquement pas d'écart entre l'effet d'un psychotrope et l'effet d'un placebo. Bon. Mais il y a quand même une marge, là vous avez dit de 30 à 70%, ça nous fait, dans l'autre sens, pareil, du 30 à 70% d'effet. Oui, et puis en plus, qu'est-ce qui se passe exactement quand on est dans le placebo? C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Oui. Mais bon, donc là, on est dans on n'est pas dans l'efficacité propre. L'efficacité propre d'une thérapeutique, c'est ce qui fait la différence avec le placebo, justement. C'est-à-dire, le placebo est à 40%, les gens qui prennent tel médicament arrivent à 60%, c'est-à-dire qu'il y a 40% d'efficacité propre. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, par rapport, si on revient à nos moutons guérisseurs, donc, voilà, et comment arriver à mesurer ça? On peut suspecter qu'il y a donc bien sûr les éléments psychologiques qui jouent, tout ce qu'on a dit, mais on peut éventuellement suspecter, en suivant ce qu'on évoquait précédemment, qu'il y a une action à distance. Là, il y a une deuxième complexité en termes théoriques, c'est que ça peut être une action de psychokinèse, de biopsychokinèse, donc réellement une action de l'esprit sur la matière, qui est l'autre constituée par l'autre sujet, le patient. Ouais. Ça peut être une suggestion finalement qui va elle déclencher ensuite secondairement un processus psychosomatique interne à la personne, et ça peut être une induction télépathique. C'est-à-dire une action télépathique finalement du guérisseur qui ensuite déclenche l'action chez le sujet lui-même. Ouais, ce qui serait pas mal non plus, ça. Voilà, oui, c'est déjà un peu hors norme. Mais si vous voulez, à l'heure actuelle, c'est excessivement difficile de conclure. Ouais. Comme en plus dans la pratique quotidienne du guérisseur, tout ça est noyé dans le placebo, l'efficacité symbolique, le transfert, etc. Donc c'est pratiquement impossible. Alors, ce qu'il faudrait pouvoir arriver à faire, c'est faire des recherches assez fines en fait et assez complexes à monter, parce que les méthodologies sont pas du tout évidentes, de type double aveugle. Pourquoi c'est pas évident? Parce que prenons deux groupes, des gens traités par un magnétiseur et des gens qui ne sont pas traités par le magnétiseur. Vous n'avez pas de groupes qui sont symétriques, c'est-à-dire que ceux qui ont eu une action, il y a eu une action. Il y a quelqu'un qui leur a parlé, qui leur a posé les mains, etc. L'autre groupe, on ne leur a rien fait, donc c'est déjà pas comparable. Donc c'est pas recevable, on va dire scientifiquement. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est un groupe traité par un faux magnétiseur et un autre traité par un vrai magnétiseur. Alors, le groupe, c'est le deuxième exemple que j'allais prendre. Ouais. Donc, le groupe traité par le faux magnétiseur, il va tordre le nez, si vous voulez. Enfin, il va pas avoir les bons gestes. Donc on peut tout à fait suspecter que les patients, sachant en plus qu'ils participent à une expérience où il y a un vrai ou un faux, vont être là un petit peu à l'affût et vont repérer. Voilà. Donc on est un peu coincé. C'est compliqué, Alors après on va pas rentrer dans des détails, si vous voulez, qui nous emmèneraient loin, mais c'est pour faire toucher du doigt aux auditeurs que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a un décalage énorme entre les témoignages qui sont convaincants, qui n'a pas dans sa famille ou dans ses amis quelqu'un qui dit j'avais un zonage, j'avais été brûlé, j'allais très mal, etc. J'ai vu telle personne, c'était extraordinaire, quasiment immédiat, et la rigueur qu'impose le laboratoire pour arriver à discriminer. Ouais. Donc la conclusion qu'on peut tirer, c'est que c'est quand même bien dommage, mais là ça ne concernerait pas que cette question-là, mais c'est quand même bien dommage qu'il puisse pas y avoir 1% ou je sais pas, même pas un millième des crédits de la recherche en France, par exemple, qui soit alloué
au monde des médecines alternatives au sens large. Hein. On prend du retard parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs organismes, y compris d'État, des universités, qui se sont orientés dans ce sens-là. Ouais. Bon, on restera sur cette conclusion malheureusement triste, mais remplie d'espoir parce que ça ne peut que aller mieux. Oui, il faut toujours être optimiste, sinon vous savez, on s'intéresse pas à ces questions. Hein. Merci beaucoup en tout cas Paul-Louis Rabeyron d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt j'espère dans les Aventuriers de l'étrange. Merci et puis bonne fin d'émission. Merci. À tous les auditeurs et à vous-même. Merci, au revoir. Au revoir. Jean-Jacques Goldman, petite fille dans Les Aventuriers de l'étrange, nous parlons des guérisseurs ce soir avec cette interview tout à fait passionnante de Paul-Louis Rabeyron que vous venez d'entendre, qui est un garçon absolument adorable. Didier Franck, guérisseur, est en notre compagnie. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez le talent de guérir, si vous passez le feu, si vous êtes allé voir un guérisseur ou une guérisseuse, d'ailleurs parce qu'on dit des guérisseurs mais il y a également des guérisseuses. Vous nous appelez pour nous raconter comment ça s'est passé. Et Sébastien nous appelle de Sorèze. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir. Sorèze, c'est dans le Tarn, hein? Oui, exact, oui, tout à fait. Alors vous êtes guérisseur, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça fait 2 ans que en fait j'exploite à fond ce don que j'ai découvert en moi. Après, en fait, je le connaissais depuis plus de 20 ans, mais il y a vraiment 2 ans que ça s'est passé, que à ce moment-là, j'ai voulu faire mes propres expériences. C'est-à-dire, ayant constaté que des personnes avaient guéri du fait que j'avais imposé les mains sur elles, j'ai dit ok banco, j'ai le don de guérisseur, eh bien on va voir. Alors à ce moment-là, j'ai lancé l'appel en fait en quelque sorte un peu autour de moi, et j'ai demandé à toutes les personnes qui avaient quelque chose, qui voulaient résoudre leurs problèmes, leurs maladies, que ce soit un problème d'eczéma, que ce soit un problème de douleur au niveau du dos, que ce soit enfin des tas de choses. Voilà, voir si vous y arriviez, quoi. Pardon ? Voir si vous y arriviez. Voilà, exactement, parce que ça me travaillait quand même depuis pas mal d'années, parce que j'avais constaté que c'était assez étrange la coïncidence qu'il y avait entre moi et tout de suite ma compassion à l'égard d'une personne qui était malade et le fait de sa guérison. Donc étant quand même assez rationnel moi-même, je me suis dit bon, on va voir quoi. Et puis effectivement, les guérisons se sont présentées à 80-90% de réussite. Sinon, j'aurais pas continué si ça n'avait pas été le cas. J'aurais mis ça sur le compte, effectivement, comme me disait Didier Franck, en disant je ne guéris pas. Je trouve très humble de sa part de le dire. Il met ça sur le compte aussi de l'auto-guérison, du fait que c'est la personne qui se guérit parce qu'on s'intéresse à elle. Il y a effectivement cette part qui rentre en jeu. Il n'y a pas de personne miraculeuse. Il y a le fait effectivement d'une rencontre, de la compassion et de l'amour. Et ça, c'est quand même une part très importante aussi. Vous avez quel âge, Sébastien ? J'ai 42 ans. Et vous vous êtes aperçu que vous aviez cette possibilité d'améliorer l'état des gens vers quel âge ? Je me suis aperçu, enfin ça a été assez curieux, parce que il faut savoir qu'un guérisseur a systématiquement, en tout cas il me semble, je n'ai pas rencontré beaucoup de confrères dans ce sens, mais a systématiquement le don de médiumnité ou de voyance. Donc si vous voulez, moi je me suis retrouvé quand j'étais à l'armée devant un officier de réserve, donc j'étais chargé de recevoir l'épouse aux hôtels militaires dont j'avais en charge la réception. Donc là vous aviez quoi, 18-19 ans quoi. J'avais 18 ans. Et puis on m'a annoncé que cette dame qu'il fallait héberger, son époux, était atteint d'un cancer généralisé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Cette femme, après 24 heures, je lui ai dit, écoutez, madame, votre mari va pas mourir. J'ai pris conscience de la folie, en fait, de ce que j'étais en train de dire. Donc, parce que je peux vous assurer que nombre de guérisseurs interviennent, et vous le direz certainement, c'est qu'on se prend quand même pour des dingues, quoi. Parce qu'on est tout de suite en marge de la société. Et alors, on met ça à l'écart pendant très longtemps, histoire de voir un petit peu, et puis de s'équilibrer avec ça. Parce que ça nous fout droit autant que le regard de l'autre, les interrogations de l'autre. Parce que effectivement, cette profession est empreinte effectivement d'énormément de charlatanisme. Donc on se lance pas dans cette activité pour pouvoir se retrouver au banc de la société. Voilà, donc si on le fait, c'est parce qu'il y a une nécessité absolue de le faire, parce qu'on a un réel besoin de le faire. Alors attendez, juste Sébastien, là, une petite parenthèse, je me tourne vers Didier Franck.
Est-ce que vous ressentez cette nécessité de le faire, Didier? Oui, à condition qu'on me le demande. Ouais. C'est-à-dire que si on ne me demande rien, je fais rien. Ouais. Ça passe obligatoirement par une demande de la part du. Il faut qu'il y ait cette démarche du malade systématiquement de vouloir s'en sortir. Sinon, c'est pas possible d'agir. Non, pas de vouloir s'en sortir. Oui. Une demande comme quoi elle demande à ce qu'on intervienne, à ce que j'intervienne. D'accord. Ok. Si elle demande pas, j'interviens pas. D'accord. Jamais. Ouais. Très bien. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Ouais. C'est le respect de l'individu. Moi, ce que j'avais envie d'intervenir à chaud, si vous permettez. Oui. Tout à l'heure, il y a pas mal de temps qui ont passé depuis. Oui. Comment dire moi, je travaille à distance aussi. Donc, j'ai fait cette expérience comme un scientifique. J'ai beaucoup étudié également la physique quantique et la radiesthésie. Et j'ai travaillé à distance sur des personnes qui n'étaient pas prévenues. Alors, attention, je précise qu'ils n'étaient pas prévenus parce qu'il s'agissait de cas extrêmement graves ou d'enfants, vous voyez. Donc, j'ai travaillé, effectivement, parce que ça ne se fait pas. En général, il faut toujours travailler avec le consentement de l'autre. On n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie, d'intervenir dans la vie de quelqu'un sans son autorisation. Ça, c'est primordial. Ouais. Mais à ce moment-là, donc j'ai travaillé sur des personnes qui souffraient d'alcoolisme. On m'a crié au secours, on m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai dit, moi je ne sais pas si je peux faire quelque chose, mais je vais faire ce qu'on m'a appris de faire. Parce qu'il y a aussi effectivement la notion du secret, bien qu'elle n'intervient pas toujours. Et effectivement, j'ai constaté pour une personne qui était alcoolique, 4 fois j'ai dû intervenir sur cette personne sur une année, parce qu'elle avait pas mal de rechutes, que dès lors que j'avais travaillé sur elle, le lendemain, elle arrêtait de boire. J'ai travaillé également pour faire remonter, par exemple, le taux de globules rouges dans le sang. Ça a fonctionné également. Les eczémas fonctionnent également, les verrues, tout ça. Donc, ça fonctionne effectivement, sans que forcément les personnes soient, en télépathie avec soi. Donc, il y a soit un phénomène d'onde, puisqu'il faut savoir quand même... Ça, on ne sait pas encore. Mais écoutez, moi je trouve quand même très extraordinaire encore de pouvoir entendre à la radio une voix qui se véhicule dans les airs, ou encore plus la télévision. Oui. Mais ça, physiquement, on sait comment ça fonctionne, effectivement. Mais c'est vrai que... On sait comment ça fonctionne parce qu'on a des théories là-dessus. Au départ, il y a un constat. Ça fonctionne, mais il n'y a pas eu une recherche mathématique pour dire ça va fonctionner comme ça. Au départ, il y a un constat et on ne peut pas le contredire. Ouais. Je crois que finalement, au bout du compte, on ne croit que ce que l'on veut bien croire aussi. Sébastien, juste une pause. Attendez. On va continuer la conversation avec vous, mais je me tourne à nouveau vers Didier Franck. Le travail à distance, qu'en pensez-vous, Didier? Mais dans certains cas, effectivement, quelqu'un qui a une migraine et qui passe un coup de fil, la migraine, sensiblement, un quart d'heure après, 20 minutes après, se calme. C'est vrai que ça marche. Alors, ça peut fonctionner. Oui. Pourquoi, comment, là, effectivement, comme... C'est pas de notre ressort, enfin, du moins, c'est pas... Peu importe comment ça marche. Ce qui compte, c'est que la personne y trouve son compte. Oui. Sébastien, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez essayé de soigner des animaux? J'ai soigné des animaux, oui, effectivement, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. On le ressent dans ses mains, vous savez... C'est-à-dire ça chauffe, ça fait quoi? Non, c'est pas tant sur le plan physique. Effectivement, on peut ressentir une énergie dans ses mains, mais c'est surtout qu'on a comme une communication, c'est de l'empathie, on a de l'amour, quoi. Et parce que sans amour, c'est difficile quand même d'avoir un effet aussi, je crois. Ça, c'est essentiel. C'est très personnel. Oui. Mais pour vous, c'est essentiel, quoi. C'est un moteur, vraiment. Cette compassion et cet amour vers l'autre. Ah oui, mais pour moi c'est un moteur, mais ça n'exclut pas le phénomène encore inexplicable sur le plan physique. Oui. Je pense qu'il y a le phénomène il y a le physique, le fait des ondes. Il faut quand même savoir, par exemple, les ondes conservent également la radiesthésie. La radiesthésie était enseignée aux officiers de l'armée jusqu'à la guerre de 14. Grâce à la radiesthésie, c'est-à-dire à un pendule, ils pouvaient détecter la présence de l'ennemi de l'autre côté des lignes ou la cache d'armes. Donc ça, nous sommes nous-mêmes des antennes. Donc si nous sommes des antennes, il y a des émetteurs, des récepteurs, et donc ça me paraît assez logique. Après, il y a effectivement, peut-être
simplement aussi de l'ordre du fantasme, mais je pense que l'empathie, la compassion est quelque chose d'essentiel parce qu'il y a aussi une part spirituelle qui intervient à l'intérieur de tout ça. Voilà. Après, Didier, il faut respecter les croyances de chacun. Ah oui, voilà. Ça évidemment, il est hors de question de dispenser après un discours, qu'il soit religieux, politique ou autre. Mais Didier Franck, je reviens vers vous. Que pensez-vous de cette histoire d'ondes comme ça, de mise en relation de l'un avec l'autre? Qu'en pensez-vous? Alors, moi, à mon niveau, je suis pas capable de dire, bon, ça existe ou ça existe pas. Mais bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains physiciens comme Jean-Pierre Garel, par exemple, qui, pour lui, c'est une évidence. C'est une histoire on émet tous des ondes sous une certaine longueur, tout émet des ondes sous une certaine longueur. Et d'après Jean-Pierre Garel, c'est tout simplement comme une espèce de... Quand on a réussi à devenir totalement absent de ce que l'on est, de ce que l'on croit, de ce que l'on sait. À ce moment-là, on a comme une espèce de RDS qui permet de se mettre exactement sur la même longueur d'onde que le malade. Et dans ce cas-là, on a accès à la partie cachée du malade. Enfin, la partie cachée, Donc ça, pour moi, les ondes, c'est un moyen de rencontrer l'autre. C'est pas le moyen de guérir. C'est pas des ondes de guérisseurs. Mais c'est ce qui expliquerait avec des gros guillemets, parce que s'il y a des physiciens qui nous écoutent, ils doivent sauter partout. Mais bon, c'est ce qui expliquerait le. Il y a sûrement des physiciens qui sont pas du tout d'accord. Il y en a certains qui peuvent l'être. Bon, pourquoi pas? Moi, je sais pas. Je suis pas capable de juger. Sébastien, après, moi, ça me plaisait bien, quoi. Oui, complètement. Puis en plus, ça tient debout, quoi. Sébastien, que pensez-vous de cette théorie? C'est en fait, vous mettez sur la même longueur d'onde que celui qui est en face de vous, quoi. Oui, je crois que... Mais même, comme je vous dis, moi, ce que je trouve quand même très étrange, c'est le fait d'avoir pu agir à distance sur des personnes qui n'étaient pas au courant que je travaillais sur elles, quoi. Donc, c'est là, j'en reviens à l'idée que nous sommes des émetteurs-récepteurs et nous recevons malgré nous, ou nous émettons malgré nous des ondes qui ont un effet. Tout à l'heure, nous avions un scientifique, pardonnez-moi, Paul-Louis Rabeyron. Voilà, qui prenait pour exemple les politiciens qui ont un effet sur nous, le commercial qui a un effet sur nous. C'est vrai. Effectivement, si on prenait les choses à froid, que ce ne soit pas un être humain qui s'exprime, on aurait simplement des paroles et qui pourtant prononcées par un individu ou un autre n'auront pas le même effet. Ah, complètement, c'est vrai. Donc voilà. Merci beaucoup Sébastien en tout cas pour ce témoignage et puis bonne continuation dans votre métier de guérisseur. Mais je vous remercie beaucoup. Au revoir Sébastien. Vous restez avec nous Didier Franck parce que il va falloir qu'on aborde quand même le côté déontologie du métier, c'est-à-dire l'argent, combien est-ce qu'un guérisseur peut demander, comment il doit se comporter vis-à-vis de la personne en souffrance qui vient le voir et je compte sur vous pour nous faire part d'une ou deux expériences que vous avez vécues, nous raconter des cas auxquels vous avez été soumis où ça a bien fonctionné et peut-être un autre cas où là vous avez été comme on dit dans le jargon, totalement creux, c'est-à-dire vous avez rien pu faire parce que ça arrive aussi, ça arrive parce que soit on n'arrive pas tout simplement à rencontrer le malade, ça passe pas pour des raisons que l'on ignore. Raisons, D'une part, d'autre part, il y a le niveau d'avancement de la maladie. Qui fait que la maladie est arrivée à un niveau où c'est trop tard, où le malade ne peut pas arriver à inverser le processus. On ne peut pas tout guérir non plus. Non, bien sûr, non, de toute façon, tant qu'il y a des malades, ça veut dire que personne ne guérit tout le monde. Oui, c'est clair. 0826 300 300, venez nous rejoindre, participer avec nous comme l'a fait Sébastien de Sorèze au débat. Si vous êtes allé voir un guérisseur, si vous avez des possibilités de guérir les autres, venez nous faire part de votre expérience. 0826 300 300, les aventuriers de l'étrange continuent jusqu'à minuit. Robbie Williams, Advertising Space, 0826 300 300. Venez nous rejoindre pour participer au débat sur les guérisseurs. Si vous-même vous avez un talent de guérisseur ou de guérisseuse, si vous êtes allé consulter un guérisseur, 0826 300 300, venez discuter avec nous et nous faire part de votre témoignage.
Patrick Doloron, bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange. Oui, bonsoir. Patrick, juste avant que nous discutions et que vous nous parliez de votre témoignage, est-ce que vous voulez recevoir ce secret pour passer le feu, pour participer à l'expérience également? Oui, j'aurais bien envie, oui, mais bon, il faut, d'après ce que j'ai compris, il faut que je vous écrive. Écoutez, oui, vous allez vous nous envoyer une petite lettre et puis on vous le renverra. Mais surtout, si vous l'utilisez, vous le dites. Hein. D'accord, ok, pas de problème. Comme ça, vous nous direz si ça a fonctionné ou pas. Pas de problème. Alors Patrick, vous êtes allé voir un guérisseur. Oui, voilà, donc mon histoire est assez récente, ça date du mois dernier, enfin un mois et demi. Donc je traînais depuis quelque temps une douleur sur le devant de la jambe au niveau du tibia. Et donc cette douleur est devenue de plus en plus importante et insupportable. Donc je suis allé voir mon docteur, mon médecin traitant, qui a diagnostiqué une tendinite. Ah, ça c'est pénible. Donc qui dit tendinite dit repos. Et donc il m'a arrêté, il m'a fait un arrêt de travail de 2 ou 3 jours, et avec des anti-inflammatoires par voie orale et du repos et de la pommade. Donc j'ai suivi ces indications, je me suis reposé, j'ai pris des médicaments et j'ai repris le travail. En reprenant le travail, la douleur n'a pas disparu. Et elle est devenue de plus en plus insupportable, donc je me suis décidé à aller voir un magnétiseur, un guérisseur que je connaissais de réputation. Et je savais qu'il fallait aller chez lui avec une bouteille d'eau et un paquet de coton hydrophile. Une bouteille d'eau et un paquet de coton. Oui, voilà. D'accord, Et donc je suis arrivé chez lui, je lui ai expliqué mon cas, il m'a ausculté, il a bien entendu il m'a dit que c'était aussi une tendinite, mais que cette tendinite venait d'un déplacement des vertèbres lombaires. Donc il m'a imposé ses mains, ça a duré de 1 minute. Et il m'a dit, alors je lui ai demandé si avec cette tendinite il fallait que je continue à me reposer. Il m'a dit non, vous pouvez continuer à marcher et d'ici 2 ou 3 jours cette douleur aura disparu. Et il m'a magnétisé le paquet de coton que j'avais amené et la bouteille d'eau. Ah, voilà. En me disant qu'il fallait surtout que je boive l'eau. Et que je m'applique le coton la nuit sur la partie du corps que j'avais douloureuse. Sur la tendinite, quoi. D'accord. Donc j'ai continué à travailler. J'ai appliqué la nuit, 2 nuits comme 2 jours, j'ai appliqué le coton et j'ai bu la bouteille d'eau. Et effectivement, au bout de 3 ou 4 jours, la douleur a complètement disparu. J'ai continué à mener une vie professionnelle et privée normale. J'ai marché, je suis éducateur sportif, j'ai couru avec les gamins. Et donc la douleur a complètement disparu. Et puis voilà quoi. Donc la question que je voulais surtout poser, c'était par rapport à ce coton et à cette eau. Quel était le pouvoir et quel était le pourquoi quel est le pourquoi de cette magnétisation de l'eau et du coton? Alors d'abord une chose Patrick, parce que moi aussi j'ai eu une tendinite au coude, et je sais ce que c'est qu'avoir une tendinite, et en règle générale quand on en a une, et vous êtes un sportif, vous le savez, quand on va voir un kiné, choses comme ça, on guérit peut-être, mais on garde ça, c'est récurrent, ça revient assez souvent. C'est un enfer. Après, et puis on sait très bien qu'une tendinite, ça ne se guérit qu'avec du repos. Voilà. Et là, actuellement, vous n'avez plus mal. Ah non, la douleur a complètement disparu. Du jour au lendemain, j'ai arrêté bien sûr les médicaments que m'avait ordonné mon docteur. Donc, par contre, j'ai continué à appliquer un peu de pommade. Mais bon, c'est surtout le coton. Le coton, je pense que c'est l'action du coton et de l'eau magnétisée qui... C'est la question surtout que je voulais poser à votre invité. Alors Didier Franck. Alors, d'abord, c'est la démarche de ce guérisseur-là. Bon, il y a des personnes qui magnétisent du coton, de l'eau, mais c'est leur démarche. Ça leur appartient. C'est-à-dire que moi, je magnétise en aucun cas du coton ou de l'eau. Je le fais pas, je sais pas le faire, ou j'ai pas envie de le faire. J'en sais rien. C'est pas votre truc, quoi. C'est pas votre démarche. Chacun sa démarche. En plus, sur un problème comme ça, moi, en aucun cas j'irai toucher la partie douloureuse, donc en aucun cas j'irai toucher au niveau du tibia. Moi je m'occuperai pas des on vous entend. Je m'occuperai pas des lombaires, mais dernières dorsales. Et tout simplement moi j'aurai une action au niveau de entre les premières et
première lombaire et dernière dorsale, mais c'est tout. Bon, moi j'aurais une action là-dessus, mais ça c'est ma démarche à moi. Oui, c'est votre bonne que pour moi. Oui. Mais cela dit, là Patrick, quand même, Doloron a soulevé un problème intéressant. Des expériences ont été menées avec des scientifiques. On leur demandait de magnétiser de l'eau qui allait servir à arroser des plantes. Il y avait un lot de plantes, les plantes A et les plantes B, les plantes B avec de l'eau normale et les plantes A avec de l'eau magnétisée. Et ça a été significatif. Des scientifiques se sont penchés sur ce type d'expérience et en ont réalisé. Les plantes arrosées avec l'eau magnétisée ont poussé beaucoup plus vite que les plantes avec de l'eau non magnétisée, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est vraiment la démarche de cette personne-là, et pourquoi pas. Je veux dire, il n'y a pas de démarche qui soit meilleure une que l'autre. Ce qui compte, c'est le résultat. Oui. Mon cher Patrick, vous avez entendu ce que j'ai dit à propos de l'eau magnétisée et de cette expérience, avec les plantes. Donc c'est ce qui peut expliquer aussi en partie votre guérison. En tout cas, la tendinite, c'est fini là. Ah oui, c'est complètement fini. Puis ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne m'a pas du tout manipulé. Oui. Il m'a juste imposé la main au niveau des lombaires, et j'ai ressenti une forte chaleur qui dégageait. Bon, le tibia, il ne l'a pas du tout touché, il a juste regardé. Et l'auscultation par elle-même a duré peut-être 1 minute, 2 minutes, pas plus. C'était juste un diagnostic et une imposition des mains sur les lombaires. Et puis le fait d'avoir magnétisé le coton et l'eau, quoi. Et la tendinite qui est partie quand même. Pardon ? Et la tendinite qui est partie quand même. Complètement. Ça, c'est génial. Et puis je vous dis, j'ai continué à vivre normalement. J'ai sollicité ma jambe. J'ai un métier qui me. Sportif quoi. Éducateur sportif. Je ne fais que marcher. Je suis en position debout toute la journée. Donc ce n'était pas fait pour améliorer la tendinite. Mais au bout de 3-4 jours, tout au plus, la douleur a complètement disparu. Bravo. Merci beaucoup Patrick de nous avoir apporté cette histoire tout à fait intéressante. Bonsoir et à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Et vous écrivez pour recevoir le secret pour passer le feu, et vous la recevrez et vous nous direz si vous l'avez utilisé, d'accord ? Aucun problème. Entendu, merci Patrick. Au revoir. Je redonne l'adresse pour ceux et celles qui veulent recevoir ce secret pour passer le feu. Vous nous écrivez Les Aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse CEDEX. Vous nous appelez pour discuter avec nous comme l'ont fait Patrick et les autres. 0826 300 300. Les Aventuriers de l'étrange continuent toujours avec notre invité Didier Franck jusqu'à minuit. Myriam Abel donne dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. 0826 300 300. Continuez à nous appeler. Cyril est fidèle au poste au standard pour recevoir vos appels et vous passerez ensuite à l'antenne pour nous raconter si vous avez des secrets de famille pour passer le feu, pour enlever les verrues ou d'autres secrets, et que sais-je. D'ailleurs, tiens, on a reçu un SMS de Patrick qui nous demande, mon cher Didier Franck, si les guérisseurs peuvent enlever l'eczéma. Oui. Mais en réalité, on peut s'attaquer à peu près à n'importe quelle, à n'importe quelle maladie. On s'attaque pas à une maladie. On peut aider quelqu'un qui a n'importe quelle maladie. Dans une certaine limite, mais ça pose aucun problème. Attention, parce que là, il y a des maladies actuellement qui malheureusement font des ravages. Je pense au cancer, je pense au sida. Si un guérisseur dit oui, moi, il n'y a pas de souci, je soigne le sida, il faut le faire comme la peste. Non, mais quand je dis n'importe quelle maladie, ça veut dire que vous avez affaire à quelqu'un qui a un cancer généralisé qui peut pas dormir. À la limite, on peut lui aider à dormir. S'il a du mal à digérer, on peut lui aider à digérer. Lui apporter un confort, un confort de vie. Mais d'abord, c'est énorme pour le malade. Bien sûr. Même si ça n'a pas d'impact sur la maladie. Sur la maladie, oui, bien sûr que ça n'a pas d'impact sur la maladie. Arrivé à un certain stade, c'est pas possible. Et même au début, on peut pas savoir. C'est l'histoire du malade. C'est pas l'histoire de. Alors, racontez-nous un cas que vous avez eu sur lequel vous vous êtes penché et avec lequel vous avez eu un résultat intéressant. Il y en a beaucoup, mais bon, moi je pense à un cas qui pour moi est plutôt un cas d'actualité, parce que si vous voulez, depuis le temps, il y a des moments où on a davantage de gens qui ont des otites, d'autres moments on a plus de bronchites, d'autres moments on a plus de problèmes digestifs.
Ça fait partie de notre réflexion, de notre évolution entre guillemets, parce que même si on doit faire abstraction de ce que l'on sait, de ce que l'on croit et de ce que l'on est, ça ne veut pas dire qu'on soit obligé de rester idiot. Oui. Et on peut essayer aussi de se poser quelques petites questions pour essayer de comprendre à peu près ce qui se passe, enfin du moins avoir un certain aperçu, un certain angle de vision par rapport à ce qui se passe. Donc moi, mon actualité, c'est sur des problèmes de non-accouchement entre guillemets. Donc ma réflexion, elle est portée actuellement plutôt là-dessus. Ouais. Parce que quand j'avais 20 ans, les filles, il fallait pas les regarder trop longtemps, sinon elles tombaient enceintes. Et à l'heure actuelle, 90 ou 95% des couples ont des problèmes de stérilité temporaires, mais ils ont des problèmes de stérilité. Alors pour quelles raisons, autrefois, notre problème c'était arriver à ne pas faire d'enfant. Ouais. Et pour quelles raisons maintenant, comment on va arriver à faire d'enfant. Donc ça m'a amené, si vous voulez, à réfléchir sur ce sujet-là. Essayer de comprendre, enfin réfléchir et regarder, c'est surtout par l'observation, c'est pas par un savoir quelconque ou des études quelconques, c'est que de l'observation. Un cas. Alors un cas, c'est pour un jeune couple qui venait me voir avec 2 enfants hyperactifs, c'est très à la mode à l'heure actuelle. Oui. Alors un gamin hyperactif, si vous voulez, c'est un gamin qui bouge dans tous les sens et que personne ne peut arriver à maîtriser. Ouais. Alors moi j'ai un tout petit bureau. Alors, un couple avec 2 gamins hyperactifs, en plus les parents quand c'est comme ça ils disent jamais rien, ils n'arrivent pas à maîtriser les enfants donc ils disent rien. Moi j'ai rien à dire parce qu'à la limite c'est pas mes enfants, c'est mon bureau mais c'est pas mes enfants, mais moi ça a tendance à m'agacer quand même un petit peu, surtout si c'est en fin de journée. Et donc la mère me dit écoutez on vous amène nos enfants pour que vous puissiez nous les calmer un petit peu parce qu'ils sont hyperactifs et on peut plus les maîtriser là. Ouais. C'est des enfants qui avaient entre 4 et 6 ans. Alors déjà j'étais un petit peu agacé, donc je lui ai dit écoutez vos enfants vont très bien, mais vous par contre vous avez rien compris pour savoir comment il faut faire des enfants. Alors ça tombe bien, c'est après que j'ai su qu'elle était sage-femme. Ah, intéressant. Je suis qu'après. Oui. Alors je lui ai donné ma version si vous voulez. Ouais. Autrefois quand on avait des grossesses, c'était la grossesse d'un couple, mais la grossesse aussi d'une famille. Ouais. Et à l'heure actuelle, si vous voulez, ça devient la grossesse d'une femme. Ça veut dire qu'on a changé les règles. Ouais. Alors, on a le droit de changer les règles, mais la nature, en principe, ne l'autorise que sur une dizaine de générations. Donc, il faut très longtemps pour changer des règles. Et si on les change en 2-3 générations, la nature, elle sanctionne. Donc, ce fameux couple, comme tous les couples modernes, si vous voulez, c'était devenu la grossesse à madame. Et puis, arrivé au moment de l'accouchement, bien sûr, accouchement moderne, sous anesthésie, péridurale, etc., etc. Ouais. Ce qui veut dire que ça donne des résultats qui sont assez surprenants, parce que on a un accouchement qui se fait de manière physique, de manière consciente, mais qui inconsciemment ne se fait pas. D'accord. C'est-à-dire que la mère ne vit pas de manière inconsciente son accouchement. Elle n'arrive pas à se libérer inconsciemment de l'enfant. D'accord. Ouais. Donc le fait de lui avoir raconté ma manière de voir le sujet, elle est tombée dans les pommes et puis donc je l'ai allongée dans mon bureau. Ah, elle a été prise d'un malaise. D'un malaise, oui, tout simplement. Enfin, c'est assez courant, mais. Ouais. Et le fait de l'allonger, elle est revenue à elle avec des contractions terribles au niveau de l'utérus. Ça a duré à peu près demi-heure. Et au bout de demi-heure, effectivement, elle était mâchée au niveau de l'utérus. Ça a duré 2-3 jours. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, les 2 enfants se sont retrouvés d'un calme normal. Vous voulez dire qu'elle a revécu son accouchement dans votre bureau? Je pense qu'elle a dû terminer son propre accouchement par rapport à ses enfants. Ouais. Ce qui a permis aux enfants de se retrouver eux-mêmes. Un enfant hyperactif, c'est quoi? C'est un enfant qui reste le même être énergétiquement que la mère au moment de l'accouchement, à cause d'un non-accouchement. Enfin, ça, c'est mon angle de vision. Oui, ça c'est. Ça n'a aucune valeur scientifique, ça n'a aucune valeur médicale. Pour moi, c'est un enfant qui reste énergétiquement le même être que la mère, et donc il reste un parasite aussi de la mère. Ouais. Donc le fait de terminer l'accouchement autorise l'enfant à devenir lui, et non pas un parasite de la mère. Ouais. Donc un enfant hyperactif, c'est un enfant qui a 4 ou 5 ans, et qui vit avec l'énergie d'une femme de 35 ans. C'est pour ça que c'est une bombe. D'accord. Ouais.
Et après, les enfants ont été... Ils vivent normalement, quoi. C'est des enfants normaux. Et les parents, comment est-ce qu'ils sont ressortis de votre bureau Sur le moment, tout le monde était un petit peu surpris, moi le premier, hein, parce que c'est assez surprenant, mais c'est surtout un bel exemple en ce sens que c'était parlant de suite, quoi. Ouais. Moi, je comprenais rien à ce que j'avais fait. Bon, ce que je lui avais dit était plutôt lié à un moment d'agacement de ma part. Ouais. Mais vous l'avez dit d'instinct. J'ai dit instinctivement, oui. Complètement absent de ce que j'aurais été incapable de lui répéter une heure après ce que je lui avais dit. Ouais. Et donc, si vous voulez, les réactions se sont retrouvées très parlantes et très... C'est en ce sens que l'histoire est belle, quoi. Parce que ça a permis de comprendre au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, quoi. Ouais. Ah oui, effectivement, très intéressant. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on essaye, ça marche comme ça. Ça aussi, effectivement. C'est arrivé une fois. Ouais. Nous avons Brigitte qui vient de nous rejoindre. Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Brigitte? Bordeaux. De Bordeaux. Alors, chère Bordelaise, dites-nous un petit peu ce qui vous emmène. Vous avez un secret, je crois, hein, c'est ça? Non, moi j'ai pas de secret. Ah. En fait, papa avait un secret qu'il a transmis à mon fils. Papa a enlevé les verrues avec la lune. Ah, expliquez-nous ça, c'est très joli en plus, oui. Pardon? Expliquez-nous comment, de quelle manière? Je ne sais, en fait, avec le quartier de la lune, je ne sais pas exactement si c'est le premier ou le dernier, mais enfin bon, mon fils le sait puisque c'est lui qui a eu le don. D'accord. Et papa, se sentait vieillir et voulait transmettre ce don. Donc, un jour, il a enlevé des verrues à mon fils, et une autre fois encore, et il faisait le tour de tous ses petits-enfants, et puis, une fois, il a donné ce don à mon deuxième fils en lui disant, je sais que toi, tu sauras le faire, sans rien demander, quoi, aucune compensation matérielle. Il a dit, le jour où tu demanderas une compensation matérielle, ça ne marchera pas. D'accord. Et alors, tout à l'heure, vous disiez que, la rémunération, etc., etc. Oui, alors, moi, je me souviens, quand j'étais petite, papa, il enlevait des verrues à tout le monde. Je voyais très souvent des gens venir le soir. Et il ne demandait jamais rien, mais par contre, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui, après, envoyaient un bouquet à maman, nous apportaient, des bonbons, envoyaient, une caisse de vin à papa, des trucs comme ça. Oui, une manière à eux de le remercier. Et sur le moment, jamais. Voilà. Ouais. Mais alors, ce qu'il y a de très joli dans ce que vous nous racontez, c'est que se sentant vieillir, votre père... Il a cherché quelqu'un à qui donner ce don. Il a fait le tour de ses petits-enfants pour voir. Oui. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il cherchait un de ses petits-enfants, quoi. J'en sais rien. Oui. Alors que, je sais pas, au total, dans la famille, il doit y avoir 30 ou 35 petits-enfants, quoi. Ah oui, quand même, donc oui. Oui. Vous êtes une grande famille. Oui, on est une famille très nombreuse. Oui. Mais alors, dites-moi, votre fils, donc c'est votre second fils, hein? Mon second fils qui va sur ses 26 ans. Oui. Et quand votre père lui a offert ce don, il avait quel âge? Votre fils, je parle. Il était adolescent, il devait avoir 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, donc il était très jeune, effectivement. Oui. Et lui a autant de succès dans ce domaine avec ce secret que l'avait votre papa? Je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, je ne sais pas tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui il a enlevé des verrues. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui lui ont téléphoné, qui lui ont disant merci beaucoup. Et vous ne savez vraiment... Tous les gens qui ont souffert parce que c'était des verrues plantaires, souvent... Voilà. Oui. Ces verrues, il applique quelque chose dessus? Je vous demande pas de nous révéler quoi que ce soit. Il y a une espèce de formule. Enfin, moi, je me rappelle de papa qui me l'a eu fait lorsque j'étais gamine. Je sais pas, alors, faut se mettre face à la lune, je sais plus trop laquelle, si c'est... Enfin, bref. Il prend de la terre qu'il frotte dans ses mains, il se raconte une petite histoire dans sa tête, il passe ça sur la verrue, et puis...
avec le quartier qui monte ou qui descend. Enfin, oui. La verrue, elle tombe. Rapidement après, combien de temps mais après? ça marche avec la lune. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Alors ça c'est fascinant ça. Bon. Et alors donc votre second fils, après, quand il sera vieux, devra la transmettre également lui aussi à... Voilà, tout à fait. À quelqu'un qu'il va sentir. Une formule, je sais pas. Oui. Didier Franck, que pensez-vous de ce mode de transmission? C'est important la personne à qui on la donne? Visiblement là oui, dans le cas du père de Brigitte. A priori, ces personnes-là ne la donnent jamais à n'importe qui. Ouais. Il y a un choix qui est fait systématiquement. Ouais. Mais a priori, c'est parce que, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas connaissance, si vous voulez, de ces gens-là et de la démarche qu'ils peuvent faire et pour quelles raisons. Mais moi, ce que je crus en comprendre, c'est que ils ne la donnent qu'à des personnes qui seront capables de pouvoir exercer cette formule. Quoi. Et la formule reste toujours le moyen de se retrouver dans une situation qui va permettre aux malades de faire partir la verrue, quoi. Ouais. Et est-ce que quand vous croisez quelqu'un, vous êtes capable de le sentir, dit tiens, lui, il est guérisseur. Lui, il a un truc. Dire s'il est guérisseur ou pas, non, mais s'il peut l'être, oui. Ça, vous le sentez? Ouais, ça se sent, ouais. Ah oui, c'est peut-être ce qu'a fait votre grand-père, Brigitte, finalement, en faisant le tour de... Ah pardon, excusez-moi, Brigitte. Qu'il a donné, et il y avait le choix. Ouais, effectivement. Il y avait le choix sur le nombre de petits-enfants. D'accord, très bien. Brigitte, est-ce que vous acceptez de participer à l'expérience que j'ai proposée pour ce secret pour passer le feu? Ah, j'ai pas écouté tout écoutez, je vous explique ça rapidement. Une dame m'a envoyé une lettre il y a pas mal d'années avec un secret pour passer le feu, comme votre père avait un secret pour passer les verrues, en me demandant de le transmettre à des gens qu'il voulait bien. Et écoutez, si vous le voulez, vous m'envoyez une lettre avec une enveloppe timbrée à votre nom et je vous renverrai ce secret pour passer le feu. Ah bon. Voilà, mais attention. Alors, je l'envoie où? Cette enveloppe, à Sud Radio. Un petit courrier où? À Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, Sud Radio. Vous trouverez l'adresse et vous me l'envoyez, mais à une condition, Brigitte, c'est que quand vous le laisserez, vous me rappellerez au 0826 300 300 pour me dire si ça a fonctionné ou pas. D'accord. Ok, je compte sur vous, Brigitte. Entendu. Okay. Grosse bise et bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Brigitte. Si cela vous intéresse, vous aussi également, vous nous écrivez Les Aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse, CEDEX. Une pause et on se retrouve toujours au 0826 300 300 si vous avez des questions à nous poser. Je n'ai jamais su, monsieur Clément, sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons des guérisseurs. Et nous avons avec nous Bernard qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous nous appelez d'où Bernard? De Céré. De Céré, dans les Landes, c'est ça? Oui. J'ai pas dit de bêtises, ça va. Mon cher Bernard, nous sommes en compagnie de Didier Franck, on vous écoute. Voilà, donc moi je voudrais vous poser une question. Oui. Il y a à peu près 3 mois, j'ai eu des mains qui se sont mis à rougir, à devenir extrêmement chaudes. J'avais les mains à côté du chat, de mon chat, et mes mains se sont mises à rougir. Et ensuite, c'est resté pendant 1 mois. Je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tournait, tout ça. Et j'avais jamais entendu parler du magnétisme. Et instinctivement, je suis sorti, je suis allé mettre mes mains contre un arbre. Et j'ai vraiment senti quelque chose de comme une énergie partir de moi et aller dans l'arbre. Mais c'était surtout le côté droit. Et à partir de là, je me suis senti soulagé, tout le côté droit, mais vraiment, vraiment soulagé, quoi. Et c'est vrai que maintenant, j'ai des bouffées comme ça, et ça me remonte, quoi. Des fois, y a encore des choses qui me remontent un peu, mais qui me sentent de plus en plus... je sens que ça va partir, quoi. Et bon, des fois, je me promène, et c'est bizarre, je suis allé chez le médecin il y a 2 mois, et j'étais à côté j'étais assis, une femme s'est assise à côté de moi, et j'ai pas pu... j'ai vraiment senti quelque chose qui est rentré en moi, qui me dérangeait cette femme. Et puis 10 minutes après, j'ai eu la main droite qui a chauffé, j'ai dû la mettre contre le mur et il y a quelque chose encore qui
qui est parti, quoi. Mais est-ce que vous avez essayé de soigner? Oui, j'ai essayé de soigner, oui. Et alors? Ma grand-mère s'était brûlée la main. Dans les 5 minutes, j'ai mis la main sur sa brûlure, quoi. Ouais. Et puis bon, elle a plus rien senti. Elle m'a dit, je sens plus rien, quoi. Donc vous aviez réussi à lui passer le feu, comme on dit dans le langage traditionnel, quoi, en quelque sorte. Oui, je pense. Ouais. Ça a l'air de vous troubler, hein, ce que vous vivez, Bernard. Oui. Enfin, c'est plaisant, quoi. Ouais. C'est plaisant, mais à la fois, ça fait prendre conscience vraiment du mal, quoi. Enfin, on sent vraiment le mal dans les gens, quoi. Ah, d'accord, c'est ce que vous voulez dire, vous. Oui. Ouais. Didier Franck, le fait de mettre les mains comme ça contre un arbre, d'abord, est-ce que vous avez ce phénomène comme ça dans les mains qui des fois chauffe? Non, maintenant non. Mais vous l'avez eu avant? Au départ, oui, peut-être pas forcément de cette manière-là, mais j'étais perturbé. Donc perturbé, est-ce que c'était dans ma tête, est-ce que c'était dans mon corps, ça je ne sais pas, mais c'est manifeste. Enfin, on se découvre, quoi. Hein. Donc on a peur un petit peu de ce que l'on est, on a peur de ce que l'on croit être, on a peur de quantité de choses. Donc partant de là, on maîtrise pas tout. Mais c'est bon, il faut garder la tête froide et puis pas s'affoler, il faut s'observer beaucoup et puis se contenter d'observer et attendre, puis ça viendra. Et peut-être aller voir d'autres guérisseurs aussi. Oui. Puis s'il n'y a pas d'arbre, ben c'est les mains dans l'eau, si les mains le brûlent, hein, c'est pas grave, ça permet d'évacuer aussi. D'évacuer, oui. Ouais. Mais l'arbre, de mettre les mains sur un arbre comme ça peut permettre de le surplus. Oui. Enfin, on peut mettre les mains contre n'importe quoi, hein, ça fait pareil. D'accord. Bon, l'arbre, c'est un organisme vivant. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plus facile, mais je veux dire, c'est pas l'arbre. Pas obligé que ce soit l'arbre. Hein. Il a un chat, le monsieur, il peut très bien mettre les mains sur le chat, à condition que le chat ne survive pas. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de raison. Les animaux le sentent quand on a ce talent particulier, quand on les soigne comme ça. C'est les meilleurs malades. Les animaux, il y a aucune résistance. Ouais. Ah, c'est fabuleux. Les résultats, c'est extraordinaire. C'est là qu'il y a les résultats les plus rapides et les meilleurs, quoi. Hein. Ouais. Parce que il y a pas de blocage, il y a pas de résistance, il y a pas de de réaction. Ils le sentent quand vous mettez la main sur eux que c'est pour les soigner. Ils le sentent, ça? Ah oui, ça complètement. Moi, ça m'arrive souvent de soigner, mettons, des chevaux. J'avoue que même si je suis issu de la campagne, j'étais pas habitué à côtoyer des chevaux et donc c'est un animal qui quelque part m'impressionne un petit peu. Moi, le fait de soigner un cheval, ça veut dire que je mets ma main au niveau de sa tête entre les deux oreilles. Donc c'est un acte dominateur qui peut être mal interprété par le cheval. Et un coup de sabot, c'est vite parti. Et bien là non, ils baissent la tête, ils écartent les oreilles et puis là ils bougent pas. Ah oui, ils sentent vraiment que ça leur fait du bien, donc Et puis au bout de 10 minutes, hop, ils commencent à secouer la tête, ça suffit. Mais c'est fait. Ah oui, c'est extraordinaire ça. Ah oui, les animaux, c'est extraordinaire. Ouais. En restant dans le domaine extraordinaire, est-ce que vous avez croisé des guérisseurs qui vous ont, alors là vous dites ouf. Oui. Trop fort. Oui, j'en ai rencontré pas mal de très forts, mais il y en a une là, qui me vient à l'esprit, c'était au Québec. C'était une indienne algonquine qui faisait la danse à la lune. Alors, la danse à la lune, quand on voit les westerns avec les danses d'indiens autour d'un feu, c'est pareil, c'est la même chose. La différence près que pour les westerns, c'est peut-être pas organisé. J'imagine, par rapport à une invocation de la lune. Mais elle faisait, des danses à la lune, et ça permettait, par rapport aux femmes, de les rendre soit stériles, soit fécondes. Ce qui veut dire que les femmes qui, plutôt que de prendre la pilule, elle leur faisait une danse à la lune pour les rendre stériles. Donc, d'accord. Ça remplace la pilule. Ah, comme moyen contraceptif, pourquoi pas. Et celle qui veut avoir un enfant à un moment donné, mais elle va voir la chamanesse et puis elle lui refait une danse à la lune pour la rendre féconde. Et ça marche à tous les coups.
Oui, enfin, ça marche à tous les coups, Ouais. Ça marche à tous les coups. C'est fabuleux, ça marche à tous les coups. La danse à la lune, c'est extraordinaire. C'est vieux comme le monde, ça. Ah oui, sûrement, c'est très ancien. Mais ça marche. Mais je suis plus sceptique sur ça marche à tous les coups, quand même. Non. Ouais. Non, il y a pas de femmes qui se retrouvent enceintes alors qu'elles ont suivi ou subi la danse à la lune. Ce rituel. Et vous l'avez vu? Je l'ai vu faire, oui. Ouais. Et alors? Sur le moment, moi, j'y comprends rien. Si vous voulez, moi, la lune, je la connais, la lune comme tout le monde, quand je l'ai vue dans le ciel. Mais après, l'invocation que cela peut entraîner et les conséquences que ça peut entraîner, moi, c'est des choses que je pouvais pas percevoir. C'est pas ma démarche. Donc, j'y comprends rien, quoi. Je suis comme tout le monde, quoi. Quand on voit danser les Indiens, c'est amusant. Ouais. Mais la femme à qui s'adresse ce rituel se mettait où? Au centre, à côté, elle était. Oui, elle était à côté, oui. D'accord. Elle était à côté et à la limite, la femme tournait pour danser autour. Et c'était une femme qui faisait cette danse. Oui. Mais c'est impressionnant. Moi, ce qui m'a impressionné, par contre, hormis la démarche de l'invocation de la lune, mais c'est la communication avec cette femme. Ça, c'est fabuleux parce qu'on n'avait rien à la limite à se dire, quoi. C'était déjà dit. C'était une rencontre qui n'était pas verbale où il n'y avait rien à verbaliser. On s'était rencontrés, c'était fait, quoi. C'est du domaine, je sais pas si c'est de l'énergie ou de je sais pas quoi, mais enfin une communion, on va dire, une communion totale avec cette femme. Elle vous a reconnu comme guérisseur? Ah oui, complètement, oui. Comme un collègue, quoi, en quelque sorte. Et inversement, je veux dire, elle m'a reconnu, mais bon, pour moi, c'était une évidence, quoi. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Très belle rencontre, en tout cas. Ah ouais. Ah ouais. C'est génial. Enfin, je me rappellerai longtemps, quoi. Merci beaucoup, Didier Franck. Avec plaisir. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces 2 heures durant lesquelles nous avons essayé de comprendre un petit peu comment fonctionnait à travers vous et à travers les différents témoignages et avec le témoignage de ce scientifique Paul-Louis Rabeyron, ce monde des guérisseurs et des guérisseuses. Je vous rappelle l'expérience que je vous propose. Une vieille dame m'a envoyé il y a fort longtemps, plusieurs années, une lettre me confiant un secret pour passer le feu en me disant de le transmettre à qui voulait bien le prendre. Donc si vous le voulez, ce secret pour passer le feu, vous nous écrivez Les Aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain. Et ensuite, avec dans ce courrier une enveloppe avec timbré, évidemment cette enveloppe avec votre nom, votre adresse, je vous glisserai le secret pour passer le feu, je vous le renverrai. Et après, charge à vous de nous dire, lorsque vous l'avez utilisé sur un parent, un enfant, un proche, quelqu'un qui s'est brûlé, surtout ne le brûlez pas pour voir si ça marche. Ça, je compte sur vous pour pas faire de bêtises. Donc, charge à vous en revanche, une fois que vous l'aurez utilisé, de nous rappeler pour nous dire dans quelles conditions vous l'avez utilisé et puis surtout de nous dire si ça a fonctionné. Merci beaucoup Didier Franck. On se retrouvera à l'occasion d'une autre émission, j'espère, sur les guérisseurs. Merci à Grégory qui signe la réalisation de cette émission, Cyril qui était au standard, Patrick Macias qui m'épaule comme toujours pour la construction. Pierre Macias, je t'ai appelé Patrick, ça te va bien. Bon, Pierre Macias, d'accord, il y tient son prénom, qui m'a aidé à construire cette émission. On se retrouvera samedi et dimanche prochain. Samedi prochain, nous aurons la cryptozoologie. Et là, nous parlerons des animaux comme le Yéti, comme Nessie dans le Loch Ness. Nous parlerons des calamars géants qui peuplent les abysses sous-marines. Ça va être une émission absolument passionnante. Et dimanche prochain, nous parlerons Pierre-Patrick, nous parlerons dimanche prochain de la psychokinèse, si je ne m'abuse, c'est-à-dire la faculté qu'a le mental d'influer sur les objets. Voilà, les aventuriers de l'étrange vous donnent rendez-vous samedi prochain. Et n'oubliez pas, si vous voulez ce secret pour passer le feu, écrivez-nous, je vous le renverrai avec grand plaisir. Portez-vous bien.